Bonsoir, bienvenue. Merci de partager avec nous cette 14e édition régionale dédiée à la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques. Édition qui va se dérouler un petit peu en 3 dimensions, puisqu'on est réunis ce soir dans l'amphithéâtre de la faculté dentaire à Nantes, mais qu'on a aussi des participants qui nous suivent via la chaîne YouTube Medcal, et qu'il sera aussi possible de suivre cette soirée en replay via la chaîne Medcal et le site du CRATB Pays de Loire. Je suis Cyril Lecomte, je suis médecin au sein de l'équipe du Centre régional d'antibiothérapie des Pays de Loire. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous 2 intervenants. Le docteur Philippe Lesclou, chirurgien dentiste au CHU de Nantes, qui nous parlera de la place des antibiotiques dans une consultation de médecine générale pour motifs dentaires. Bonsoir, docteur Lesclou. Nous aurons aussi le docteur Raphaël Mailleux, infectiologue au CHU d'Angers, qui nous parlera en dernière intervention du zona, sa prévention et son traitement. Le docteur Mailleux n'a pas pu être présent ce soir à Nantes avec nous, mais il nous accompagnera depuis Angers en duplex. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents avec nous ce soir. Et puis pour les internautes qui nous suivent en distanciel, directement via le chat, et on posera vos questions en toute fin d'intervention aux intervenants. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Je remercie chaleureusement les 2 intervenants et je laisse la place au docteur Lesclou. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, les présents physiquement et puis les personnes à distance. Alors tout d'abord, je tiens beaucoup à remercier le comité d'organisation de cette soirée pour avoir pensé donc à un motif bucco-dentaire. En médecine générale, j'imagine que c'est un motif qui doit aussi poser quelques questions. Et je remercie un peu plus particulièrement le docteur Willy Boutefol qui m'a relayé un certain nombre de questions qu'il a recueillies en aval. Et j'ai essayé de répondre à toutes les questions qu'il m'a posées. Et vous allez voir qu'on va envisager différentes situations cliniques où la place de l'antibiotique, de l'antibiothérapie curative se pose, et différentes situations cliniques aussi où la place de la prescription antibiotique prophylactique donc, se pose aussi. Alors, on va commencer par une situation qui est relativement fréquente, en tous les cas nous, dans nos consultations d'urgence ici au CHU. Oui, je tiens à préciser que je suis chirurgien dentiste, il n'y a aucun problème. Je suis un chirurgien dentiste qui ne soigne plus les dents. Moi, je fais que de la chirurgie. En gros, si vous voulez, de la stomatologie. N'empêche que dans nos consultes d'urgence, et vous, j'imagine qu'en consultation, on vous demande aussi quelques conseils sur ces situations-là. Les douleurs dentaires intenses sans symptomatologie osseuse, donc déjà on a presque la réponse à la question antibiotique ou pas, mais c'est une situation qui est assez fréquente. Et en fait, c'est communément dans le langage populaire, c'est ce qui est appelé la rage de dents. Et en fait, concrètement, c'est l'atteinte du tissu pulpaire caméral. Caméral, c'est la chambre pulpaire qui est ici, au niveau de cette molaire, là, voilà. Et donc, c'est l'atteinte de cette chambre, de cette pulpe camérale par un processus carieux. Lorsqu'il est limité à l'émail, le processus carieux, dans l'émail, il n'y a pas d'innervation. Donc, c'est indolore. Dès que ça atteint la couche dentinaire, c'est-à-dire juste en dessous, là, oui, il commence à y avoir des douleurs. Généralement, ce sont des douleurs provoquées. Chaud, froid, sucré, l'air. Et puis, dès que ça atteint la pulpe, donc là, on décrit ce qu'on appelle des tableaux de pulpite, qui sont plus ou moins réversibles, mais en tous les cas, qui sont très douloureuses. Ce sont des douleurs qui sont modérées, voire même intenses. Et parfois, on reçoit des patients qui n'ont pas dormi depuis toute la nuit, qui ont consommé en automédication des AINS généralement, ou du paracétamol, en tous les cas, ce qu'ils avaient sous la main.
Et généralement, c'est sur les pulpites qui sont irréversibles, c'est-à-dire là où il y a une vraie atteinte profonde. Pour le coup, c'est sûr que ces antalgiques-là sont relativement inefficaces. Donc aujourd'hui, juste pour information, aujourd'hui on a des matériaux qui permettent des reminéralisations superficielles, même lorsqu'un ce qu'on appelle une corne pulpaire est exposée, on arrive à reminéraliser, à refaire un pont de dentine de manière à garder la dent vivante. Mais c'est des thérapeutiques relativement avancées, ça encore. Mais ça y est, c'est démocratisé, ça, dans pratiquement tous les cabinets. Donc les lésions carieuses, fréquemment, alors faut faire ouvrir la bouche avec des abaisse-langues. Généralement, on écarte les joues. Il faut une lumière, il faut un éclairage qui permette d'aller regarder un petit peu au fond de la bouche. C'est, voilà, par exemple ici, là, sur cette molaire mandibulaire, là, c'est une reprise de carie, là, sous un amalgame. On voit l'amalgame ici, et puis il y a une reprise de carie, et puis ça a grossi, et puis il y a un pan d'émail et de dentine qui s'est effondré, et il peut y avoir une exposition pulpaire. Ou alors ici, par exemple, sur cette dent qui apparaît entre guillemets déchaussée, en tous les cas il y a une grosse dénudation radiculaire là. On voit ici, on voit bien cette carie sur une face latérale, et ça ce sont des caries qui peuvent aller assez profond. L'orifice d'entrée n'est pas indicateur de la profondeur de la carie. Ça peut être petit en surface et puis assez exposé en profondeur. Donc dans ces situations-là, évidemment, aucune prescription antibiotique, et le traitement qui soulagera vraiment le patient, c'est un traitement étiologique. Le traitement étiologique, c'est de lever cette hyperémie, cette inflammation pulpaire, cette hyperémie pulpaire. Donc là, pour le coup, il est obligatoire d'avoir accès à du matériel spécialisé, donc un chirurgien dentiste, un stomato, pour pouvoir lever cette hyperémie pulpaire. Donc après anesthésie locale. C'est le geste qui soulagera le patient. En attendant cet accès à une structure de soins spécialisée, il y a donc des prescriptions antalgiques, mais ça j'imagine que vous êtes tout à fait au fait de tout ça. Généralement sur des tableaux de pulpite, on est sur du palier 2, voire même du palier 3. La buprénorphine est pas mal. Mais souvent on est sur soit du tramadol plus paracétamol, ou du paracétamol, codéine. Je vous signale qu'il existe, l'association AINS codéine existe, et tramadol et AINS sont aussi, il y a une association qui existe, qui est commercialisée. Ça peut être pas mal parce que ça fait des co-analgésies qui peuvent être intéressantes. Donc évidemment, dans ces situations de douleur extrême, il n'y a pas, donc sans symptomatologie infectieuse, j'insiste bien lourdement, il n'y a pas de prescription antibiotique. En revanche, lorsqu'il y a des situations de douleur, même intenses, et qu'il y a une symptomatologie infectieuse, donc là pour le coup évidemment, il y a toujours généralement il y a une tuméfaction en regard du processus infectieux. Lorsque il n'y a pas forcément de signes généraux associés, ça peut être des processus qui sont relativement localisés encore à ce stade-là. Là, c'est en relation avec un processus infectieux ici. Au dépend de cette prémolaire probablement qui est nécrosée, il y a eu une infection, il y a même un comblement sinusien quand on regarde bien sur la panoramique, et encore plus sur le cone beam qui est juste en dessous. On voit qu'il y a une soufflure de la corticale externe. Elle y est encore, il y a une petite corticale externe. Mais là, on voit, il y a une énorme collection. Et quand on fait ouvrir la bouche, on voit ici ce qu'on appelle le vestibule, c'est-à-dire finalement c'est le fond, c'est la zone de jonction, si vous voulez, entre la lèvre et la joue et l'arcade dentaire proprement dite. Là, on voit qu'il y a une belle tuméfaction et une belle collection qui demande qu'à être drainée. Dans ces situations-là, voilà une autre situation qui est aussi en relation avec un état dentaire relativement déplorable. Donc là, la collection, elle est cutanée.
Là aussi, hein, on voit bien cette tuméfaction, les rougeurs. Alors on retrouve tous les signes cardinaux de l'inflammation, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là aussi, donc, lorsqu'il y a une collection, le traitement, c'est le drainage. Le drainage, comme ce qui est juste illustré ici. Alors c'est un drainage qu'on fait après donc, des contaminations cutanées et une anesthésie locale cutanée. On fait ce drainage et puis on met un drain et puis un pansement par-dessus. C'est lorsqu'il y a une collection, je dis bien une collection. Hein. S'il n'y a pas de collection, par exemple ici, là, il n'y a pas de collection, il y a une tuméfaction majeure. Donc, pour le coup, il n'y aura rien à drainer. Alors, dans ces cas-là, d'abord, il y a un bilan de gravité qui est fait. Quels sont les signes? Alors, sur ces grosses cellulites, la maxillofaciale, donc la tuméfaction, oui, plus ou moins collectée. Lorsqu'elle est collectée, encore une fois, le traitement, c'est le drainage, qui sera associé à une prescription antibiotique curative. Il y a plus ou moins des adénopathies, il y a plus ou moins des signes généraux en fonction de l'ampleur du processus infectieux. Il y a des signes locaux régionaux de gravité. Ceux-là, il faut savoir les intercepter parce qu'ils peuvent imposer une hospitalisation. Ces signes de gravité, c'est trismus, c'est présence d'un trismus plus ou moins serré, présence surtout ça, les gènes fonctionnels et en particulier les difficultés à avaler, les dysphagies, voire, comme ici dans le cas présent, là, des œdèmes palpébraux. Donc vous voyez, inférieur, supérieur. Donc là, alors là vous ne le voyez pas, mais il y avait aussi un trismus chez cette jeune femme et une difficulté à avaler. Donc là, pour le coup, les douleurs ne sont pas forcément très très intenses. Hein. Donc là, pour le coup, on l'hospitalise. Hein. On l'hospitalise. Après, évidemment, on fait un bilan. Et puis, on va traiter la cause. Mais là, pour le coup, elle sera mise sous polyantibiothérapie curative. En pratique de ville, donc, s'il y a collection, c'est drainage plus prescription antibiotique curative. S'il n'y a pas de collection, et c'est juste au stade séreux, dans ces cas-là, on place le patient. Donc il y a une prescription antibiotique curative. Alors vous voyez, nous on suit stricto sensu les recommandations en vigueur, qui sont les recommandations de l'AFSAPS, qui est devenue ANSM depuis en 2011. Et la molécule de première intention, c'est l'Amox. L'Amox à 2 grammes en 2 prises, voire parfois, même si c'est réservé à la deuxième intention, l'association amoxiclave à 2 ou 3 grammes équivalent à amoxicilline. Ça, c'est en fonction si le patient s'est déjà mis sous antibiotiques, ce qui arrive parfois, et sous Amox, et que ça ne régresse pas, on passe directement à l'association amoxiclave. Puis en cas d'allergie, la molécule de recours de deuxième intention, principalement c'est la clindamycine, à 1200 mg par jour, donc en 2 prises, 600 mg. Donc ces prescriptions-là antibiotiques sont sur une durée de 7 jours. Ce qu'on ne prescrit pas, vous avez sur le marché une association spiramycine métronidazole qui existe. Et alors elle est même génériquée, sauf que la présentation ne se fait pas au bon dosage. Les molécules en question, elles apparaissent dans les molécules de deuxième intention, mais séparément, pour avoir les bons dosages. Donc 9 millions d'unités et 1500 mg. Quand vous regarderez dans les associations, il n'y a pas ces dosages-là. Généralement, c'est sous-dosé et justement, c'est probablement générateur de résistance d'ailleurs. Donc on ne donne jamais ces associations-là en première intention. Jamais. Alors le message commence à passer, en tous les cas dans la profession de chirurgien dentiste, parce que cette association-là ressortait dans les plus prescrites. Puis maintenant, elle est en deuxième, derrière l'Amox. Donc ça commence à rentrer. Il y a d'autres types de maladies. En gauche, on parle des maladies carieuses et de leurs séquelles. Mais il y a aussi, peut-être c'est un peu moins connu de la part des médecins généralistes, quoique.
ce qu'on appelle les maladies parodontales. Les maladies parodontales, ce sont des maladies infectieuses. La flore qui est impliquée, généralement, c'est une flore qui est plutôt anaérobie. Donc, lorsqu'il y a besoin d'antibiotiques, on tape sur d'autres types de molécules. Mais c'est très rare qu'on ait besoin de prescription antibiotique, on va voir ça. Mais généralement, le tableau, donc le parodonte, c'est tout en fait, le parodonte, stricto sensu, c'est le tissu de support de la dent. Donc il y a la gencive et puis il y a l'os qui est autour de la racine dentaire qui supporte, et puis entre les deux, il y a un ligament. La dent est ancrée au niveau osseux. Donc tout ça, c'est le parodonte. Donc les maladies parodontales, elles sont soit superficielles, c'est ce qu'on appelle des gingivites, soit elles sont profondes. Et profondes, ça veut dire qu'il y a une atteinte osseuse. Il y a une lyse osseuse de l'os alvéolaire, ce qui fait que les dents, cliniquement, se déchaussent. Il y a des récessions gingivales qui sont assez importantes et elles deviennent mobiles. Donc ça, c'est un signe de parodontite, lorsque c'est plus profond. Et les signes cliniques sont tout à fait classiques, c'est saignement. Les douleurs sont assez modérées, généralement. Et généralement, il y a présence de plaques et de tartres, voire même de mauvaise haleine. Alors voilà des tableaux à gauche là, sur la diapositive. Ça, ce sont des tableaux de gingivite, c'est-à-dire que c'est localisé donc, à la gencive. D'accord ? Donc on retrouve, il y a un œdème, on voit bien l'inflammation marginale ici. Marginale, c'est-à-dire au collet des dents. Les douleurs sont relativement modérées. Et puis là, ce sont des tableaux de parodontite, parce que là, il y a des récessions gingivales, donc qui commencent à être relativement importantes. S'il y a des récessions gingivales, la gencive, elle suit l'os. Donc ça veut donc dire qu'il y a des pertes osseuses. Donc là, on parle de parodontite. Et dans ces cas-là, dans ces maladies parodontales-là, la prise en charge, c'est d'abord un traitement symptomatique, donc antalgique, adapté en fonction de l'intensité de la douleur. Généralement, un palier 1, voire un palier 2, ça suffit. Il y a des antiseptiques locaux, en particulier la chlorhexidine à 0,2%, qui a une action qui est assez intéressante en bain de bouche. Et le traitement étiologique de ces maladies, c'est d'enlever toute la charge bactérienne inflammatoire, donc c'est détartrage, surfaçage. Surfaçage, si vous voulez, c'est un terme qui décrit des détartrages profonds, c'est-à-dire qu'on va chercher la plaque dentaire, y compris en sous-gingival, donc ça se fait sous anesthésie locale, bien entendu. Mais résultat immédiat, c'est que on passe d'une gencive inflammatoire, douloureuse, à quelque chose qui est sain. Donc là, c'était déjà une parodontite, puisque vous voyez qu'il y a une récession gingivale après élimination de cette charge bactérienne-là. Donc il y a des récessions gingivales, mais là, on est sur un tissu gingival qui est sain, pour le coup. Donc le traitement étiologique de la gingivite et des maladies parodontales plus profondes, les parodontites, c'est un traitement mécanique. On soit bien d'accord. Et il n'y a pas de prescription antibiotique. Il y a certains tableaux rares, très rares, de maladies parodontales qui sont particulièrement invalidantes, qu'on appelle des maladies parodontales nécrosantes. Nécrosantes, c'est-à-dire que quand vous voyez, les gencives apparaissent, ce qu'on appelle les papilles, c'est-à-dire la gencive qui est située entre deux dents. Les papilles apparaissent complètement décapitées, comme si elles avaient été sectionnées. Là, les douleurs, généralement, sont intenses. D'accord ? Et il y a des saignements, on retrouve de la plaque dentaire et du tartre, une mauvaise haleine. Et là, il y a des symptômes généraux. Alors que dans les maladies, les gingivites, parodontites, il n'y a quasiment jamais de syndrome, il n'y a pas de signe général. Là, il peut y avoir des signes généraux, altération de l'état général, il peut y avoir des fièvres, ça peut monter 38, 39, et c'est très douloureux. Donc là, effectivement, la première chose à suspecter, c'est qu'il faut rechercher une immunodépression. Parce que sur ces maladies parodontales nécrosantes, c'était l'apanage de certaines maladies virales, en particulier à l'époque de l'infection au VIH, non traitée. On en rencontre beaucoup moins maintenant, mais c'était l'une des indications de prescription antibiotique, c'était ces maladies parodontales nécrosantes. On en voit ici au CHU, on en voit 1 ou 2 fois l'an. Et pour le coup, là, la molécule de recours, c'est le métro, donc le métronidazole en première intention. Et à posologie efficace, c'est 1,5 g, c'est 3 fois 500
C'est 3 fois 500 par jour. Alors c'est au moins pendant 7 jours, toujours. Encore une fois, c'est un tableau clinique qui est assez rare. Sur les maladies parodontales, généralement, il n'y a pas de prescription antibiotique. Encore une fois, un traitement éthologique. Il y a d'autres types de situations cliniques pour lesquelles peut-être vous êtes consulté, les lésions multiples, les lésions muqueuses multiples. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de l'afte commun, vulgaire, l'ulcération unique, assez typique. Bon, okay. En revanche, sur les tableaux de lésions muqueuses multiples, parfois, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'on appelle une aphthose. Une aphthose, par définition, ce sont des aftes multiples et récidivants, comme sur ces diapos cliniques-là. Ici, c'est une face jugale, une face interne jugale, c'est une multitude de petits aftes, on appelle ça des aftes miliaires. Et ici, donc, il y a un tableau de plusieurs aftes. Bon, c'est assez caractéristique. Ce qui est surtout caractéristique, c'est qu'il y a des douleurs. Alors, les douleurs sont modérées et intenses, mais elles sont toujours présentes, ces douleurs-là. Et surtout, à l'examen et à l'entretien avec le patient, il y a une notion de poussée, de récurrence. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique. Ça a démarré, ça évolue, et puis ça régresse. Donc c'est surtout ça qui est important. Les gènes fonctionnels, c'est plus ou moins présent, c'est en fonction de la localisation des aftes. Par exemple, si c'est sur le voile du palais, effectivement, il va y avoir une gêne à la déglutition. Il n'y a jamais d'adénopathie, il n'y a pas de signe général. Donc sur ces aphtoses, typiquement, on a des traitements symptomatiques. C'est l'application de topiques, en particulier de xylocaïne visqueuse. Parfois sur des tableaux qui sont particulièrement invalidants ou des aftes qui sont ce qu'on appelle des aftes géants. Les aftes géants, ce sont des lésions qui sont supérieures à 1 cm de diamètre. On raccourcit leur durée par de la cortico, une cortico générale à 1 mg de prédnisolone le matin pendant 4-5 jours. Donc on arrive sur des prescriptions de 60 à 80 mg de prédnisolone. Et ça réduit considérablement la durée et ça soulage vraiment beaucoup le patient. Mais ça n'a pas de vertu, de propriété sur les récidives. C'est des traitements de la crise. Mais sur les récidives, le seul traitement, enfin il y en a plusieurs, qui ont montré des efficacités, c'est la colchicine. Alors on fait ça en milieu, nous en consultation de la muqueuse buccale, on en voit relativement souvent. Ça diminue considérablement les phases de récurrence. Et pour certains patients, c'est un vrai plus. Et puis pour ceux qui échappent au traitement à la colchicine, il y a des traitements qui sont beaucoup plus lourds, thalidomide, qui est uniquement à délivrance hospitalière parce qu'il y a une surveillance à imposer. Avec tous les effets, en particulier tératogènes du thalidomide, mais pas que. Et il y a l'apremilast qui est un anti-phosphodiesterase 4 qui va, en ce moment il y a un PHRC dessus, mais c'est pas mal. Les résultats sont assez spectaculaires sur les grandes aphtoses. Donc je pense qu'il va y avoir ça, il va y avoir l'AMM. Surtout, si cette aphtose est bipolaire, par exemple, c'est-à-dire si elle est au niveau buccal et au niveau génital, surtout, il faut penser maladie de Behçet, parce que il peut, et donc nous concrètement les patients on s'adresse pour un bilan chez nos copains internistes, pour intercepter donc une phase précoce de maladie de Behçet. Et si aussi on en rencontre, il y a des tableaux d'aftes ou d'aphthose, et en particulier ces aftes au niveau du vestibule inférieur, là, ça vraiment la tête d'un aphte. Parfois, il y a même les douleurs. Et s'il y a des douleurs digestives associées, alors il faut savoir penser à une maladie inflammatoire chronique intestinale type Crohn. Et il nous arrive d'intercepter des Crohn sur des manifestations précoces buccales. Donc quand on a ces tableaux cliniques-là associés, on demande des avis et en tous les cas des bilans complémentaires, mais pas de prescription antibiotique. Les autres types de lésions multiples qu'on rencontre fréquemment en bouche, c'est les primo-infections herpétiques et les récurrences herpétiques. Alors les primo-infections herpétiques,
lorsqu'elles sont symptomatiques, c'est pas souvent. Mais lorsqu'elles sont symptomatiques, ça se présente sous des tableaux, c'est des petites vésicules qui sont disséminées un petit peu partout en bouche. On en voit chez l'enfant, là, c'est la vue clinique inférieure, mais on peut aussi en voir, chez l'adulte. Et là, généralement, il peut y avoir des signes généraux, c'est-à-dire des adénopathies, il peut y avoir fièvre, altération de l'état général. La gêne fonctionnelle, les fonctions de l'ampleur de cette primo-infection, et les douleurs sont modérées à sévères, ça dépend. Et donc là, la prise en charge, elle est parfaitement codifiée sur les primo-herpétiques. C'est de la cyclovir 200 mg multiplié par 5 par jour, ou du valacyclovir, donc un antiviral, évidemment, 500 mg par 2 sur 5 à 10 jours. Des antalgiques suivant l'intensité, et la chlorhexidine, elle a une action virucique démontrée sur l'herpès de type 1 ou de type 2, et puis en fonction, prévoir une réhydratation, c'est en fonction, c'est sauf chez l'enfant, mais pas jamais de prescription antibiotique. Donc en fait, sur les tableaux de lésions orales multiples, que ce soit des aphthoses ou que ce soit des herpès, il n'y a pas de prescription antibiotique. Sur les récurrences non plus. Alors les récurrences, on en voit en bouche. Alors c'est peu symptomatique. Généralement, les patients décrivent des sensations de brûlure, de piqûre avec des douleurs modérées, des gènes fonctionnels modérés. Généralement, c'est un petit bouquet de vésicules le long de la gencive ou le long du palais. Ici, ce sont des érosions. Bon, il n'y a pas de signe général, il n'y a pas d'adénopathie. C'est vraiment là pour le coup. Il n'y a même pas d'antiviral, sauf si on le voit encore au stade vésiculeux. En bouche, c'est assez rare de voir un stade vésiculeux. Donc c'est dès les premiers symptômes. Alors ça aussi, c'est parfaitement codifié. Sur les récurrences, c'est du valacyclovir. Et de l'antiseptique oral, mais jamais de prescription antibiotique. Et encore une fois, l'antiviral, c'est sur les phases précoces. C'est quand on voit encore des stades vésiculeux. Parce que sinon, c'est que des antiseptiques. Et évidemment, pas de prescription antibiotique. Donc ça, c'était les différents tableaux cliniques pour l'antibio ou pas, d'ailleurs. Plus pas que antibio. Curative. Là, on va passer sur des tableaux qui relèvent plus de la prophylaxie. J'imagine que vous les connaissez à peu près tous. Ça bouge un petit peu sur les patients à risque d'endocardite infectieuse, par exemple. L'antibioprophylaxie, donc la prescription prophylactique d'antibiotiques, n'est indiquée que chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Donc ça, vous pouvez être questionné par votre patientèle. Et donc il y a ces trois catégories de patients, les prothèses valvulaires, les antécédents d'endocardite infectieuse et les cardiopathies congénitales cyanogènes qui sont mal corrigé ou avec un shunt, en gros, ou avec un shunt résiduel. Donc ça, normalement, c'est parfaitement identifié par le cardiologue. Le patient est normalement au courant. Et effectivement, là, chez ces patients-là, il y a des actes qui, de notre côté, sont tout à fait qui sont autorisés. C'est cela, tout ce qui est détartrage, avulsion, des actes de chirurgie stomatologique, y compris les implants d'ailleurs, sont autorisés chez ces patients-là maintenant. Et puis il y a des actes invasifs. Invasif, ça veut dire qui déclenchent une bactériémie jugée significative. Il y a des actes donc invasifs, donc bactériémiques, qui sont contre-indiqués. C'est tout ce qui est chirurgie, j'allais dire chirurgie de confort ou chirurgie esthétique. Chez nous, c'est la chirurgie parodontale, donc des gencives, la chirurgie autour des implants, ou les traitements endodontiques, c'est-à-dire les dévitalisations dentaires. Sauf un cas où c'est des incisives, ou c'est des dents monoradiculées qu'on peut dévitaliser en une séance et sous champ opératoire stérile, qu'on appelle une DIG chez nous. Mais vous voyez, par exemple, ces situations cliniques-là, la dent nécrosée avec ce qu'on appelait un granulome autrefois, aujourd'hui on appelle ça une parodontite apicale aiguë. Alors ça, voilà, c'est typiquement le type de traitement qui est contre-indiqué chez ces patients-là. Ou les reprises de traitement, c'est-à-dire que voilà, là on a une dent qui est support de bridge, c'est une prémolaire, ici supérieure. Quand on regarde bien au sommet,
à l'apex, là, il y a aussi une lésion infectieuse. Bon, ben ça, on ne peut pas reprendre le traitement, ce qu'on ferait chez un sujet non à risque, hein, bien sûr. Et puis, évidemment, ben, il y a tous les actes qui ne déclenchent pas de bactériémie. Alors, tout cela, évidemment, ils sont autorisés sans prescription antibiotique, hein, c'est évident. Donc là, le schéma de l'antibioprophylaxie, il est très simple. C'est soit 2 grammes d'amox dans l'heure qui précède le geste opératoire bactériémique autorisé, soit, en cas d'allergie, c'est la Clinda, à 600 mg. Et chez ces patients-là, donc à haut risque d'endocardite infectieuse, encore plus que chez tous vos patients, il faut les convaincre d'un contrôle chez un chirurgien dentiste ou un stomato tous les 6 mois. Tous les 6 mois, justement pour intercepter des foyers infectieux potentiels ou des situations qui pourraient donner des foyers infectieux. Et tous les 6 mois, on fait au moins un détartrage et surfaçage. Alors ça va peut-être évoluer, ce schéma prophylactique, parce que les Américains, en fin d'année dernière, ont fait évoluer leurs recommandations. Alors l'amoxicilline 2 grammes ressort par voie orale, hein, ressort toujours en tête, mais la molécule en cas d'allergie, il n'y a plus la clindamycine. Ils l'ont retirée à cause des colites pseudomembraneuses à Clostridier. Et donc il y a fort à parier, je crois que l'Agence européenne de cardio est en train de valider ça. Donc au niveau français, on va y venir. Bon, l'Amox reste la première, mais donc il se peut qu'en cas d'allergie, la molécule de recours change. On n'en est pas encore là, mais pas loin à mon avis. Chez les patients diabétiques, donc ça j'imagine que c'est une patientèle que vous avez l'habitude de suivre. Alors les patients diabétiques, lorsqu'ils sont dits équilibrés, c'est-à-dire qu'ils ont une hémoglobine glyquée inférieure, en gros c'est 7% le seuil, nous c'est notre marqueur, sauf certaines niches de diabétiques pour lesquelles on peut tolérer des HbA1c plus importantes, mais la règle générale c'est ces 7%-là. En dessous de 7%, on les considère comme équilibrés, et donc ils sont redevables de soins comme une population non diabétique. S'ils sont non équilibrés, c'est-à-dire donc supérieurs à 9%, donc ça ce sont les recommandations de la Société française de chirurgie orale qu'on suit, qui sont dérangeantes quelque part sur le plan intellectuel, mais on les suit quand même. Pourquoi je vous dis qu'elles sont dérangeantes? Parce que il est marqué en cas de gestes invasifs, c'est les mêmes gestes que tout à l'heure, hein, c'est toujours les mêmes. Il y a une antibioprophylaxie dans l'heure qui précède le geste, c'est le même schéma que chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. C'est ça, moi, qui me perturbe. Et le poursuivre jusqu'à cicatrisation muqueuse de la plaie. La cicatrisation muqueuse de la plaie, après une extraction dentaire, par exemple, la gencive, c'est 2-3 semaines, hein, quand même. Hein. Donc ça me pose, moi, quelque part, au niveau intellectuel, ça me pose des questions. Mais on les suit. Ce qui est important de faire comprendre aux patients diabétiques, c'est que, et ça c'est prouvé, c'est qu'un diabète mal équilibré, c'est un facteur aggravant pour les maladies parodontales en particulier. C'est largement prouvé. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire qu'une maladie parodontale non traitée, c'est un facteur d'aggravation du diabète, en particulier de type 2. Donc ça, c'est un argument à faire passer auprès de vos patients pour qu'il y ait un suivi bucco-dentaire régulier, c'est-à-dire comme chez les cardiopathies à haut risque 2 fois par an. Et donc là, la posologie, enfin le schéma de prescription prophylactique, c'est le même que celui tout à l'heure, sauf que là, il est prolongé, donc de 2 grammes, donc 1 gramme d'amoxicilline par jour, jusqu'à cicatrisation muqueuse constatée. Ou de Clinda en cas d'allergie, hein, qu'on soit d'accord. Vous avez probablement des patients, certainement pas probablement, des patients qui sont traités par anticorps thérapeutiques et qui sont considérés comme immunodéprimés. Et donc souvent, nous on les voit, c'est souvent des patients de rhumato. Et il commence à y avoir des recommandations qui sortent, en particulier le club rhumatisme et inflammation fait des recommandations qui sont super documentées, qui sont bien intéressantes. Sachez que chez ces patients-là,
en particulier ceux qui sont sous anti-TNF, hein, c'est ceux qu'on voit le plus. En gros, on les considère comme des patients immunodéprimés, mais pour la réalisation d'actes non invasifs, évidemment, pas de prescription antibiotique. Pour la réalisation d'actes invasifs, c'est toujours les mêmes, hein, que ceux que je vous ai présentés auparavant. Et en fonction de l'avis du rhumato, on peut être amené à prescrire une antibioprophylaxie qui sera le même schéma que celle des patients en hausse d'endocardite infectieuse, voire, mais c'est exceptionnel, suspendre temporairement le traitement anti-TNF. C'est en fonction de la lourdeur de l'acte chirurgical à faire en bouche. Enfin, il y a deux autres situations, je pense qu'on va envisager pour terminer ma présentation. C'est les patients, alors ça, chaque semaine, j'ai des patients qui viennent soit de médecine générale, soit de mes copains rhumato, des patients qui sont traités par inhibiteurs de la résorption osseuse, que ce soit des biphosphonates ou que ce soit l'antirankel, le denosumab. Et donc derrière, la crainte, c'est ça, c'est cette fameuse ostéonécrose des maxillaires, c'est-à-dire c'est cette zone d'os nécrosée qui est exposée dans la région maxillofaciale, d'accord, qui ne cicatrise pas et qui est chez un patient traité par inhibiteur ou ayant été traité. Les biphosphonates ont une rémanence qui est très longue. Ça se compte en années au niveau osseux. Ce qui n'est pas vrai pour le denosumab, évidemment. Et sans antécédent d'irradiation cervico-faciale, puisque ça aussi c'est une autre source d'ostéonécrose, qu'on appelle l'ostéoradionécrose. Donc concrètement, ce qu'on fait, il y a deux cas de figure. Et on regarde principalement, c'est l'indication du traitement. Est-ce que c'est dans un cadre bénin, dans la quasi-totalité, pas que, mais dans la quasi-totalité des cas, c'est les patients ostéoporotiques, ou est-ce que c'est dans un cadre malin, métastatique osseux ou d'hémopathie, enfin myélome en particulier, myélome multiple, et quelle est la classe des inhibiteurs utilisés, biphosphonate ou antirankel. Antirankel, c'est le denosumab, c'est de plus en plus le cas. Et ce qu'on ne fait pas, c'est on n'interrompt jamais un traitement pour un motif bucco-dentaire, jamais. Donc ça, c'est plus à des chirurgiens dentistes, hein, que je dis ça. On n'interdit jamais, on ne dit jamais aux patients, puisque vous êtes sous inhibiteur de la résorption osseuse, on ne pourra pas vous faire tel ou tel geste, ça jamais non plus. Et on ne prescrit jamais un antibiotique de manière systématique, jamais. Alors ça aussi, c'est un message pratiquement plus pour mes collègues que pour vous, mais c'est parce qu'on le voit assez souvent, c'est pour ça. Et c'est chez ces patients-là qui sont traités pour un inhibiteur de la résorption osseuse. Pareil, vous voyez dans un cadre bénin, alors ça c'est des recommandations de différentes sociétés, il n'y a quasiment aucun geste qui est interdit, et en particulier les implants dentaires. Chaque semaine, on reçoit des patientes généralement ostéoporotiques. Moi, mon dentiste, mon médecin m'a dit que je n'avais pas droit à des implants. Si. Il n'y a pas de geste interdit chez pathologie bénigne. J'ai fini. Merci. En revanche, dans un cadre malin, oui. On n'est pas sur les mêmes doses, hein, mais dans un cadre malin, oui, il y a pas mal de gestes interdits. D'accord ? Généralement, il n'y a pas de prescription antibiotique associée, sauf quand le geste, la lourdeur du geste le requiert. C'est des petits astérisques là. Alors là, on est bien embêté avec ça, ça veut dire que c'est optionnel. Alors nous, généralement, on n'en prescrit pas. Pas plus que chez le patient qui ne serait pas traité par inhibiteur de la résorption osseuse. Enfin, dernière catégorie, ça aussi, c'est quelque chose qui traîne. C'est les patients qui sont candidats à une prothèse articulaire. Alors ça fait longtemps que ces patients-là sont sortis des groupes à risque infectieux. D'accord ? Donc il n'y a pas de prescription antibiotique systématique chez ces patients candidats à une prothèse articulaire. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui a montré un bénéfice à une prescription antibiotique. Et même lorsqu'il y avait une prescription antibiotique prophylactique, il a été montré qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique. Donc on ne prescrit pas d'antibiotiques chez ces patients-là, jamais en fait. En revanche, il y a des bilans de foyers infectieux bucco-dentaires à faire chez ces patients-là, évidemment. Mais il n'y a pas de prescription antibiotique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et encore une fois de votre invitation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dr Lesclou. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors oui, bonsoir. Il y a eu quelques questions sur le chat, notamment, alors ça concerne beaucoup les aftes. Il y avait une question sur le traitement par colchicine. Alors c'était une question de posologie, puisqu'apparemment il y avait écrit 1 mg par kilo par jour, et il était demandé si c'était pas plutôt 1 mg par jour. Ah, j'ai mis par kilo? Ouais, 6 jours. Ouais, c'est une bonne remarque. Oui, c'est ça. Oui, c'est réévalué au bout de 3 mois. Est-ce qu'on réévalue? Oui, oui, c'est une bonne remarque. Hein. J'ai dû faire un copier-coller du 1 mg kilo jour de la cortico. Donc c'est 1 mg, oui. Et on réévalue au bout de 3 mois et on regarde les récurrences. Est-ce que c'est efficace? Si c'est efficace, on continue. Est-ce que c'est pas efficace? Et dans ces cas-là, on passe aux molécules thalidomide, en l'occurrence. Donc oui, c'est 1 mg tout court. Et je vous présente mes excuses pour cette inattention. Alors il y avait d'autres questions concernant les aftes. Il y avait... pour une aftose miliaire, est-ce qu'il faut penser à la carence en B12, une carence en fer, une maladie de Crohn, un B7 ou aussi, voilà, il y a les uvéites? Alors, oui. Alors, maladie de Crohn, on y pense, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est si on a des aftoses, donc des poussées d'aphte récurrentes, associées à des douleurs digestives, oui, ça, on y pense, c'est vrai. B7, c'est à partir du moment où il y a une aftose bipolaire ou d'autres signes. L'uvéite, effectivement, c'en est un, mais il y a au niveau articulaire hein, aussi. Il peut y avoir des douleurs articulaires associées. Donc oui, ça on y pense. Et donc pour le coup, c'est ce que j'ai dit. Hein, nous, on adresse pour un bilan soit chez un interniste pour le B7, soit chez un gastro pour la Crohn. Et alors, aft miliaire, parce qu'il y avait pas mal de questions. Il y avait la carence en B12 et la carence en fer. Oui, c'est vrai. C'est un bilan qu'on demande. On demande aussi une NFS, hein, puisqu'il peut y avoir parfois il y avoir des tableaux d'anémie. Mais NFS, B12, B1, B12 et là, il m'en manque une B9. Et ferritine, oui, on fait ça. Mais c'est surtout ça. On ne le fait pas systématiquement sur les aftoses, c'est surtout pour lorsque c'est des poussées récurrentes et associées à des tableaux plutôt de stomodynie, de bouche qui brûle, etc. Ça, on le demande plutôt sur ces tableaux-là. Mais on ne le fait pas systématiquement. Hein. Et je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Si, mais on a encore une question sur les aftes. Je pense qu'il y avait besoin d'une précision sur la différence entre aft et aftose. Alors oui. Après ça, c'était quand même déjà vu dans le topo. Oui. Et du coup, là, je pense que c'est par rapport au traitement. Est-ce qu'un produit du type pansoral est suffisant? Alors, différence entre aft et aftose. L'aftose, ce sont donc des poussées d'aft multiples et récurrents. C'est ça la définition de l'aftose. On parle aussi d'aftose buccale récidivante. C'est à différencier de l'aft unique qui est commun, qu'on rencontre de temps en temps, qui revient une fois tous les 3, 4, 5, 6 mois. Mais ça, c'est pas une aftose, ça c'est un aft commun. Le traitement est symptomatique et non, le pansoral non, parce que dans le pansoral, il y a, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'acide acétylsalicylique qu'il y a dans le pansoral. Donc on ne met pas une molécule acide, on met plutôt un anesthésique de surface type xylocaïne adhésif. C'est pour ça que la xylovisqueuse est pas mal. Il y a aussi ce qu'on appelle le dinexant, qui est pas mal, mais c'est le même principe. C'est un anesthésique local adhésif. Très bien. Et il y avait une question... Et donc jamais d'antibiotiques, on est bien d'accord. pour être raccord avec le sujet de ce soir quand même. Alors, il y avait une question sur les implants que vous avez abordés en fin de topo. Ouais. Est-ce que vous posez des implants chez un patient qui est sous biphosphonate en IV? Alors, je comprends parfaitement la question, parce que longtemps, il y a eu ça. On se détermine pratiquement uniquement
que par rapport à l'indication et non pas à la voie d'administration. Donc, l'Aclasta, en l'occurrence ici, l'Aclasta, n'est pas du tout une contre-indication à un implant, à un traitement implantaire. Pas du tout. Généralement, donc, c'est pour une ostéoporose. D'autant plus que les traitements par Aclasta, si mes souvenirs sont bons, dans le schéma rhumato, il doit être réévalué après 3 ans, c'est-à-dire 3 injections de 5 mg, ça fait 15 mg. Et donc, non, on ne contre-indique pas les implants à ce titre-là. Très bien. Il restait une dernière question que je ne vais pas poser puisqu'elle va être abordée dans un prochain topo. Ça concerne des antibiotiques. Ah, ça, c'est du teasing. Très fort, très fort. Bon, merci beaucoup, Dr Lesclou. Pour faire la transition rapidement, on voulait vous proposer aussi un petit questionnaire qui est destiné plutôt aux médecins généralistes. Donc en fait, on vous propose un petit questionnaire qui est à remplir en ligne. Vous avez le lien en dessous. Qui sera à faire, pas ce soir bien sûr, destiné aux médecins généralistes. L'idée, c'est qu'on voudrait réfléchir à construire un outil d'aide destiné aux médecins généralistes pour les pathologies bucco-dentaires, en association avec l'association d'antibiotiques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce qu'ils font déjà comme outil d'aide à la prescription. Voilà, donc vous trouverez tout ça sur le site du CRATB et sur le replay. Et puis, toutes les réponses sont les bienvenues. Petite interlude de promotion sur les outils du CRATB. Alors, il y a un gros lien d'intérêt, puisque du coup, je vous présente les outils développés au CRATB, là, mais c'est pour une bonne cause. Alors, le premier des outils, c'est notre site, qui est régulièrement remis à jour et sur lequel on essaye de colliger un maximum de ressources auxquelles vous pouvez avoir besoin dans votre pratique quotidienne. Ça, c'est la page d'accueil du site. Au niveau de cette page d'accueil, vous avez en particulier ou une partie grand public avec plein de fiches destinées au grand public sur les antibiotiques, sur les infections. Enfin, il faut aller faire un tour parce que ce serait trop long là de tout développer. Et une partie professionnelle de santé. Une fois que vous êtes sur la partie professionnelle de santé, vous allez pouvoir avoir accès aux numéros utiles, vous allez pouvoir avoir accès à des tas d'outils et de ressources, notamment aux tests et e-learning développés plutôt pour les médecins généralistes, mais aussi maintenant e-learning développé pour les pharmaciens. Vous aurez aussi un lien vers le programme Anti-BEPAD, qui est un programme de bon usage des antibiotiques dans les infections urinaires en EHPAD. Et une nouveauté, c'est que vous allez maintenant aussi pouvoir directement commander les outils, enfin une sélection d'outils du CRATB directement via le site. Parmi ces outils, alors pour ceux qui sont ici, il y en a quelques-uns qui sont en haut de l'amphi. Donc quand vous arrivez sur la page de commande, on peut commander, c'est gratuit, je le dis. Voilà. Parmi les outils qu'on peut commander, vous avez notamment le mémo durée d'antibiothérapie qui reprend en fait l'antibiothérapie recommandée dans les infections bactériennes courantes, plutôt en médecine de ville. Le mémo vaccination du patient immunodéprimé, qui reprend les schémas vaccinaux recommandés, les contre-indications, les bonnes, les bonnes pratiques dans la vaccination dans le cadre des immunodépressions. Vous aurez aussi, par exemple, l'annuaire des sites de vaccination publics de la région et quelques docs sur la vaccination. Vous pourrez aussi commander notre affiche sur les fausses allergies à la pénicilline à mettre dans les salles d'attente. Cette affiche qui a été faite en fait ensuite d'une lettre d'actualité qui avait été faite déjà par le CRATB en 2021 sur les fausses allergies à la pénicilline. Vous aurez aussi accès donc à toutes les lettres d'actualité du CRATB. J'ai vraiment l'impression d'être un VRP là. Toutes les lettres d'actualité du CRATB. La dernière en liste est en 2 parties et traite des mycoses en ville. Et rapidement, pour en arriver à un des derniers outils, cette affiche sur la toux, c'est d'actualité. Sur la toux d'origine virale, une petite affiche donc, que vous pouvez mettre dans la salle d'attente, qui peut être aussi imprimée en petit format comme une ordonnance de non-prescription, quand vous voyez un patient qui consulte pour une toux d'origine virale.
Et sur cette affiche, vous aurez un petit QR code qu'on voit tout en bas qui renvoie vers une vidéo qui a été faite en partenariat avec YDoc. YDoc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le site. C'est plein de vidéos de vulgarisation médicale sur YouTube. C'est très, très intéressant et c'est très suivi par le grand public. Et je pense qu'on a le temps, mais je vous propose de diffuser la vidéo qui dure à peu près 7 minutes pour qu'on ait une petite idée un petit peu de son travail. Est-ce que vous savez combien de temps un rhume peut vous faire tousser? C'est une question qui semble assez simple, et en même temps, on a tous déjà entendu quelqu'un dire « Quoi? Tu tousses encore? Ah, toi, tu devrais consulter !» Mais alors, on s'inquiète à partir de quand? Une semaine? 2 semaines? 3? Un rhume, ça peut faire tousser 6 semaines. Bon, j'imagine que dit comme ça, c'est un peu brutal, donc on va détailler. Et surtout, parler de ce qu'on peut faire pour soigner ça. Pour commencer, on va revenir à la base. Quand vous avez une infection du nez, c'est une rhinite. Une infection de la gorge, une pharyngite. Une infection du nez et de la gorge, une rhinopharyngite, ce qu'on appelle un rhume. Et puis plus bas dans les bronches, c'est une bronchite. Tout ça, c'est les voies respiratoires, et quelle que soit la zone touchée, l'infection provoque une irritation, ça fait mal et ça fait tousser. Ce genre d'infection arrive quand on prend un coup de froid. Non, le froid, ça rend pas malade. Enfin, sauf pour les engelures et tous ces trucs-là, mais c'est pas le sujet. On reprend. Ces infections arrivent quand on croise un virus. Ça peut être un adénovirus, un rhinovirus, un coronavirus, et bien souvent, c'est quelqu'un de notre entourage qui nous contamine. Il faut savoir qu'un même virus peut donner plusieurs maladies. Vous pouvez avoir une pharyngite et contaminer une autre personne qui aura une rhinite. Tout dépend où le virus s'installe. Et si le virus se plaît bien, il peut étendre son infection. Un simple rhume peut alors évoluer vers une bronchite. Avant, on disait que ça tombait sur les bronches, mais c'est juste une évolution de l'infection. Il existe beaucoup de virus capables d'infecter nos voies respiratoires, mais ils évoluent à peu près tous de la même façon. Une semaine où on est bien malade, on a de la fièvre, on tousse et plus c'est affinité. Une semaine où ça va mieux mais où on tousse encore pas mal. Et 1 à 4 semaines où ça rentre dans l'ordre tranquillement. Donc 6 semaines maximum, mais parfois ça ne dure que quelques jours. Au bout de la première semaine, on s'est déjà débarrassé du virus. Si on tousse encore après, c'est parce que ça reste irrité à l'intérieur et qu'il faut du temps pour que ça cicatrise. Donc pas besoin de consulter si ça s'arrange petit à petit. Ça cicatrise. Par contre, si ça va de pire en pire, on reste pas les bras croisés. Par exemple, si vous avez de plus en plus de mal à respirer, c'est pas un simple rhume. Pareil, si vous avez de l'asthme, quand la respiration siffle ou quand on tousse en plein milieu de la nuit, là encore, c'est pas un simple rhume. Voilà, en gros, les 2 situations où une consultation est nécessaire. Par contre, une toux sèche qui devient une toux grasse, c'est pas grave. Une fièvre qui monte à 39 mais où on se sent à peu près bien, c'est pas grave. Une petite trace de sang dans les crachats à force de tousser, c'est pas grave. Et quand je dis c'est pas grave, c'est pas pour minimiser les choses. Ça reste désagréable, mais ce sont des symptômes normaux quand un virus irrite nos voies respiratoires. Le plus gênant, c'est souvent cette toux qui persiste alors que l'infection est guérie. C'est normal, ça reste irrité, mais enfin c'est quand même très désagréable. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre des antibiotiques. Non, là vous m'avez vu venir. Les antibiotiques, c'est pas automatique. On est face à un virus, donc les antibiotiques sont inutiles. Et même plus que ça, ils sont nuisibles. Car ils détruisent nos bonnes bactéries, celles de notre microbiote. Ce qui peut provoquer des diarrhées, des mycoses, voire des trucs plus graves. Ah, c'est de la merde ça, mon frère! Je reprends. La première chose à faire, c'est d'aider nos voies respiratoires à cicatriser. Donc, on évite de les irriter encore plus. Et qu'est-ce qui est irritant pour nos voies respiratoires?
la fumée, dont celle de cigarettes, la poussière dans le grenier ou sur les chantiers, la gorge sèche si on ne boit pas assez, et les appels pour le compte formation pro. Ça, c'est vraiment irritant. Côté médicaments, il en existe pas mal contre la toux, mais ils sont pas beaucoup plus efficaces que les remèdes de grand-mère. Oui, une fois n'est pas coutume, il y a du bon dans les remèdes de grand-mère à base de tisane de thym et de miel. La tisane, ça évite d'avoir la gorge sèche. Le thym, on ne sait pas trop si ça marche, mais en tisane, on prend pas trop de risques. Et le miel, ça c'est intéressant, car il semble y avoir un vrai effet contre la toux. Qu'est-ce que mon copain Winnie peut bien aimer dans ce truc tout collant? Le miel, c'est donc un bon médicament, sauf si on a un diabète, et sauf pour les enfants de moins de 1 an, car il contient parfois des spores de botulisme qui sont dangereux à cet âge-là. On peut même mélanger 2 mesures de miel et 1 mesure de jus de citron, et hop, ça fait un sirop maison. Ça ne va pas vous guérir d'un coup, mais ça peut calmer les choses le temps que ça cicatrise. Quand le nez est pris, on conseille aussi de faire des lavages de nez, pour évacuer les sécrétions et les virus qui sont piégés à l'intérieur. Le meilleur traitement du rhume, c'est le lavage de nez. Côté antibiotiques, il faut quand même dire qu'on les utilise parfois. Pas au début de l'infection, mais quand ça se surinfecte avec des bactéries. Ça peut donner une otite, une sinusite ou une pneumonie. Là, les symptômes s'aggravent et c'est le rôle du médecin de savoir si on doit utiliser un antibiotique et si oui, lequel. Pour en finir sur les traitements, j'aurais pu vous parler des compléments alimentaires, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Allez la voir, elle vous fera peut-être économiser de l'argent. Voilà pour les toux d'irritation d'origine virale, qui sont désagréables, mais pas graves. Et je dis ça en connaissance de cause, car quand j'ai écrit le script, ça faisait 5 semaines que je toussais. C'était long, mais ça a cicatrisé. Cette vidéo était possible grâce au soutien du CRATB, le Centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire. Merci à eux. Partagez la vidéo, ça leur fera plaisir, et à moi aussi. Et peut-être que ça évitera à quelques personnes de consulter pour rien. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur Whitedoc. Voilà, donc pas hésiter à partager, à mettre l'affiche éventuellement dans les salles d'attente, cette petite vidéo sur la toux, et on est en plein dedans, parce que c'est vraiment de saison. J'ai fini pour ma présentation. Je ne sais pas si le docteur Mailleux est connecté. Alors, j'avais juste une réponse à faire. Il y a eu une question sur existe-t-il un outil pour l'adaptation des posologies des antibiotiques chez l'obèse? Et donc, oui, ça existe et vous pouvez retrouver le lien, du coup, sur le site du CRATB qui vous a été présenté par le docteur Lecomte. Et il y a plein d'autres liens d'adaptation aussi pour l'insuffisance rénale, pour les pathologies cardiaques. Voilà. Tout est sur le site. Il faut aller naviguer, hein, ça aurait été un petit peu trop long, mais voilà, il faut aller naviguer sur le site, je vous y invite fortement. Du coup, on va pouvoir passer à la présentation suivante, le docteur Mailleux en duplex depuis Angers, qui va nous parler du zona, sa prévention et son traitement, et un petit rappel peut-être sur le système de notes, mais je vais laisser le docteur Mailleux se présenter et nous présenter le système. Merci et merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc, je vais vous parler effectivement du zona et de son histoire naturelle et de sa prévention et de son traitement. Alors, hop. Donc, l'idée et l'objectif de cette présentation, c'est que à la fin de mon petit discours, eh bien, vous soyez capable de vouloir prescrire le vaccin contre le zona. C'est un objectif qui est un petit peu ambitieux, mais c'est tout l'objet de ce topo. De vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. De vouloir vous vacciner vous-même contre le zona. Alors pour ça, il y a une petite subtilité, c'est qu'il faut que vous ayez quelques cheveux poivre et sel comme moi. Ou enfin, peut-être tout cela n'est vrai que quand le vaccin recombinant sera là. Et on va parler de cette subtilité. Alors le zona, qu'est-ce que c'est? Je vous présente mon premier, le petit Achille Mailleux, qui à 16 mois fait une éruption vésiculeuse, fébrile, très prurigineuse. Alors pour ceux qui pensent encore au monkeypox, non, c'était pas un monkeypox, c'était juste sa varicelle.
Alors, la varicelle, qu'est-ce que c'est? C'est notre première rencontre dans la vie avec le virus du VZV, le virus de la varicelle, du zona, c'est la même chose, c'est un seul et même virus. En France, comme dans d'autres pays, eh bien, on a choisi que les choses se feraient naturellement. C'est-à-dire qu'on laisserait nos enfants, nous-mêmes quand on était petits, rencontrer le virus. Et comment ça se passe? C'est dans un mode de garde qui soit collectif ou non. Le virus est tellement contagieux que quand le virus arrive, eh bien en général toute la collectivité d'enfants se contamine le jour même. Et puis quelques jours après, une bonne fièvre à 39-40, les boutons qui grattent jusqu'au sang et quelques jours de mauvaise nuit pour les parents et l'enfant concerné. Alors, il y a des pays qui n'ont pas fait ce choix-là. Il faut savoir qu'il y a des pays qui se sont dit que c'était pas sympa ni pour l'enfant ni pour les parents. Alors, pas juste pour ces jours de fièvre, mais par l'absentéisme que ça peut entraîner pour les uns et les autres, mais aussi par les rares complications. Le fils d'un collègue qui vient de faire ses convulsions hyperthermiques là-dessus, par exemple. Nous, notre petit, comme c'est un asthmatique, on devait lui faisait une bonne crise d'asthme induite par la varicelle. Alors, il faisait pas une varicelle pulmonaire, mais une crise d'asthme induite, viro-induite. Et on devait lui mettre des corticoïdes parce que j'étais rendu à lui faire de la ventoline toutes les heures. Et ce que je pouvais faire des corticoïdes à la phase toute aiguë d'une varicelle, on s'est posé la question. On en a beaucoup parlé avec le pneumopédiatre. Donc, bref, c'est une stratégie en France. Il y a la varicelle, on va frotter nos enfants dessus et on aboutit à la plupart des gens ont fait la varicelle. C'est pas vrai pour tous les pays. Et il y a des pays où cette varicelle, des gens ne l'ont jamais rencontrée. Ils sont vaccinés, ils n'ont pas le virus en eux, puisque c'est tout l'enjeu plus tard du zona, c'est qu'on va vivre avec ce virus. Ce virus, il se met dans nos ganglions nerveux, nos ganglions spinaux autour de la moelle épinière. Et puis il va être contrôlé par notre système immunitaire pendant des années. En moyenne pendant 50, 60, 65 ans, où il va être bien tranquille. Des gens qui n'ont jamais rencontré le virus, qui ont juste été vaccinés, ne peuvent pas faire de zona, puisqu'ils ont juste appris à se défendre contre le virus avec la vaccination. Donc il y aura probablement dans les années à venir, dans les décennies à venir, des épidémiologies très différentes entre des pays qui vaccinent contre la varicelle et des pays qui ne vaccinent pas comme nous. Alors, petit exercice, mais vous n'avez pas besoin de voter pour l'instant, pour connaître le nombre de personnes qui ont rencontré la varicelle. Alors en France, il y a à peu près 700 000 varicelles par an. Et en France, il y a à peu près 740 000 naissances par an. Avec ça, vous pouvez essayer de calculer la séroprévalence, la proportion de Français qui a rencontré le virus, sachant que certaines varicelles ne sont peut-être pas diagnostiquées. Je vous laisse faire le petit calcul savant. L'idée, c'est qu'en France, on arrive à une séroprévalence qui est de 95%. Globalement, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas fait la varicelle, il ment. Et en fait, il a fait la varicelle. Et si on lui fait une sérologie, globalement, dans 95% des cas, elle sera positive. On l'a bien vu avec la blague du monkeypox. Les gens qui se déclaraient n'ayant pas eu la varicelle, et ils juraient mordicus qu'ils ne l'avaient pas eu. L'interrogatoire des parents du carnet de santé disait la même chose. Et en fait, ils faisaient leur éruption, on allait faire la PCR pour traquer le monkeypox au début de cette épidémie, et puis en fait, ils avaient tous la varicelle. 9 sur 10, notamment au début, avaient juste une varicelle. Alors, soit parce qu'ils avaient fait une varicelle inapérente ou très peu aussi symptomatique, une petite varicelle initialement, soit parce qu'elle était complètement passée inaperçue. Mais enfin bref, tous les Français vivent avec le VZV dans leur organisme, vous tous, moi également. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si on représente notre vie sur cette abscisse en bas, sur cette chronologie de la vie, et en ordonnée notre système immunitaire, alors ici on le représente par la partie immunité cellulaire. C'est pas un taux d'anticorps, ce sont des lymphocytes spécifiques de la protection contre le VZV. Eh bien, alors chose qui n'est pas un scoop, c'est que avant de rencontrer le virus, notre système immunitaire n'a pas de réponse spécifique contre lui. Et puis un jour, quand on a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, on rencontre le virus et là, effectivement, pouf, on a tout d'un coup une réponse immunitaire qui se fait. Alors on peut le voir aussi sur le plan humoral avec une sérologie qui serait positive. C'est sur l'immunité cellulaire, il y a cette réponse qui se fait. Certains l'ont découvert avec le Covid, mais on le savait déjà, cette immunité, elle va diminuer au fil des années. Alors, c'est pas aussi décevant que le Covid, quand on est vacciné et tous les 3 à 6 mois, il faut avoir un rappel vaccinal, sinon notre taux d'anticorps
serait trop bas. Ici, ça se compte en décennies, mais effectivement, avec le temps, et quand vous arrivez à 50 ans, 60 ans, 65 ans, quand votre organisme il n'a pas rencontré le virus du VZV depuis 50 ou 65 ans, vous imaginez qu'il ne se rappelle plus comment se défendre contre ce microbe. Vous n'avez aucune idée quand vous aurez 65 ans, ou si c'est déjà le cas, de ce que vous faisiez quand vous aviez 18 mois de vie. Eh bien, c'est la même chose pour votre système immunitaire vis-à-vis de ce virus. En plus, là c'est un petit peu triste, mais autant on devient un petit peu une population gériatrique à 65 ans dans nos définitions, autant notre système immunitaire devient immunosénescent, un petit peu plus fragile vis-à-vis des infections. Il oublie un petit peu ce qui se passe dès 50 ans, comme on va le revoir dans l'épidémiologie. Alors, il ne se passe pas rien entre 18 mois et 50 ans. Probablement qu'on a des petites stimulations du système immunitaire qui reboostent un petit peu notre immunité, soit parce que en voyant des patients qui ont la varicelle, on se réexpose à la varicelle, que ce soit sur les vésicules qui sont contagieuses ou parce que le petit nous tousse dessus, notamment à l'air avant les masques, mais probablement qu'on a des contaminations qui sont itératives comme ça. Peut-être qu'on a un petit peu de réactivation asymptomatique quand on est stressé, un petit peu de réactivation qui est inapparente, mais qui suffit à stimuler notre système immunitaire. Donc ça, c'est très bien, mais quand on va arriver à l'âge fatidique, autour de ces 50, 60, 65 ans, la réponse immunitaire aura beaucoup trop diminué. On va arriver sous ce qu'on appelle éventuellement le seuil du zona, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez de défense contre ce VZV qui est bien caché dans notre organisme depuis 65 ans. Et là, tranquillement, quand le VZV va se rendre compte que plus personne ne s'intéresse à lui, il va ressurgir, détruire les cellules en se multipliant où il est caché, c'est-à-dire les neurones sensitifs d'un métamère, se multiplier, et puis quelques jours après le début des douleurs, l'éruption sous un mode rétrograde du métamère concerné va arriver. Alors ça, c'est la triste histoire naturelle du zona, et globalement, on est tous condamnés à faire un zona, puisqu'on a tous une immunosénescence programmée. À moins de, il y a deux possibilités pour éviter ça. Il y a une méthode naturelle qui est un petit peu compliquée, et puis une méthode artificielle qui est la vaccination, dont on va pas mal parler. La méthode naturelle, ça serait quoi ? Je ne sais pas trop. Ça serait à chaque fois qu'il y a une varicelle, aller s'exposer les muqueuses à ce VZV. À chaque fois que vous entendez qu'il y a de la varicelle à la crèche du coin, sonnez à l'entrée de la crèche et demandez si vous pouvez sniffer quelques vésicules. Je ne sais pas si ça sera accepté. À mon avis, plutôt non. Ça va être un peu compliqué, et on va discuter de cette option-là en pointillé, qui est de stimuler, de faire une stimulation de notre réponse immunitaire qui s'est bien affaiblie par la vaccination. Alors, je vous l'ai présenté, l'histoire naturelle du VZV, c'est ça. Cliniquement, c'est en général pas trop compliqué à diagnostiquer une fois que l'éruption est apparue, mais dans la phase pré-éruptive, ça peut être juste la douleur thoracique qui peut faire évoquer des diagnostics différentiels. Le problème de l'éruption, c'est que quand on voit l'éruption qui est la partie émergée de l'iceberg, il y a une partie du mal qui est déjà faite, puisque le virus s'est déjà multiplié, le virus a déjà détruit une partie des neurones sensitifs, et donc il y a les douleurs en aigu, mais il y a aussi toutes ces douleurs post-zostériennes qui sont installées. Alors, à votre avis, combien y a-t-il de zonas en France par an ? La question, c'est de voir, est-ce que c'est gênant d'un point de vue de santé publique le zona, est-ce qu'il faut s'en soucier, est-ce qu'il faut faire des campagnes de vaccination avec cette histoire de vaccin, etc. Alors je vous invite à passer sur menti.com et de faire vos meilleurs paris. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train de parier sur la Coupe du Monde en ce moment peut-être, mais c'est beaucoup plus intéressant de me dire quelle est l'épidémiologie du zona en France. Donc combien de zonas en France par an ? Allez-y, allez-y. Alors, si vous ne savez pas du tout, il faut savoir que la 5e réponse est vraie. Il y a autant de zonas en France que de personnes qui avaient le Covid au moment du pic de janvier 2022. Donc, si vous êtes des fans de Covid Tracker, vous pouvez aller voir l'information par ce biais-là. Alors, allez-y, allez-y. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est pas parce que personne n'a répondu 1000 que vous n'avez pas le droit de le mettre.
La question, c'est vraiment quel fardeau ça va entraîner. Alors, on est 60, je sais plus, quasiment 70 millions de Français. La population à risque, c'est pas la population générale, hein, c'est à partir de 50-60 ans que l'incidence augmenterait. Donc d'accord, bon, on voit qu'on a l'air d'être partagé dans les réponses sur une trentaine de votants. On va dire il y a la moitié qui a répondu 40 000 zonas en France, un petit peu moins de la moitié qui répond 300 000, et puis il y a un petit nombre qui va jusqu'au million de zonas en France. Alors on a des proportions qui sont représentatives, je pense. Donc on va revenir au diaporama, et puis je vais vous montrer un petit peu les vrais chiffres. Alors combien il y a de zonas par an en France? Il y a plein de façons de représenter les chiffres. Avec le Covid, on l'a bien vu. Si vous devez retenir deux chiffres, c'est 300 000 pour le nombre. Ce qui correspond en fait, et celui-là peut-être le chiffre le plus intéressant, à un risque cumulatif au cours de la vie, qui est de 10 pour les estimations les plus basses, à 30% de risque de faire un zona au cours de votre vie. Plus on vieillit et plus le risque cumulatif est important, mais c'est ça qui est important. Il ne faut pas prendre à l'âge de 60 ans pile quel sera mon risque de faire un zona dans l'année. C'est sur les 30 années d'espérance de vie qui me reste, quel est mon risque cumulatif de faire un zona. Et ça augmente de manière d'autant plus importante qu'on est âgé, avec ce risque qui est en fait énorme. Quand on regarde le premier chiffre, 3,2 pour 1000 personnes en France, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'à titre individuel, on a entre une chance sur 10 et une chance sur 3 de faire un zona au cours de notre vie, et que ce risque il est d'autant plus important qu'on est âgé. Et ce qui aboutit à 300 000 zonas en France, des zonas simples, des zonas avec des algies post-deussériennes, des zonas dont certains sont des zonas ophtalmiques, c'est estimé entre 3 et 5% pour les zonas ophtalmiques, peut-être un petit peu moins dans certaines séries. Si on regarde plus finement quelle est la population concernée, et si on regarde en abscisse l'âge des patients qui font un zona, là c'est une incidence pour 1000 patients année, eh bien on voit que quel que soit le pays, c'est toujours le même âge qui ressort. Globalement, c'est à partir de 50 ans qu'il y a un décroché du risque d'infection, et puis ça augmente après de manière directement proportionnelle à l'âge. Et donc, dans la question d'une politique de prévention, si on veut se protéger contre une maladie, qui n'a pas l'air d'être si rare que ça ne sert pas de se vacciner à 30 ans. Le système immunitaire, ça fait 25 ans certes qu'il n'a pas vu le virus du VZV passer, mais en fait ça lui suffit. Il a encore une mémoire satisfaisante. Par contre, quand on a 50 ans, 60, 65 ans, eh bien là le système immunitaire a besoin d'un rappel, et ce rappel, eh bien, il y a deux manières de le faire. Je vous ai dit la méthode naturelle qui est un petit peu compliquée à mettre en œuvre, et puis la question de la vaccination. Donc c'est sûr que c'est dès 50 ans qu'il y a un vrai risque, et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Alors, quel est donc ce fardeau? On a dit c'est 300 000 épisodes par an en France. Il y a 8 000 hospitalisations, que ce soit direct ou indirect. Hein. Alors, pourquoi on se fait hospitaliser à cause d'un zona? Eh bien, merci belle grande mamie, il y a 2 mois qui a fait son zona thoracique, hyper douloureuse, 85 ans, mise sous morphinique. Eh bien effectivement, c'est sûr que la morphine à 85 ans, c'est pas la même chose que chez un sujet plus jeune pour un accident de la route ou autre. Et c'est la rétention aiguë d'urine, c'est la constipation avec d'éventuelles complications, c'est la chute, c'est la confusion aiguë, c'est tout ce que vous voulez qui va entraîner une hospitalisation. Ou alors ça peut être même sur la seule douleur. Et le zona, c'est pas n'importe quoi, puisque quand on regarde, c'est quoi cette douleur du zona? Vous avez dû en voir passer quand même un certain nombre. Si on regarde les données de douleur sur les premières études qui portaient sur les antiviraux, l'échelle de temps qui est ici et la proportion de patients douloureux est ici, en ordonnée. Eh bien, l'échelle de temps, c'est pas en heures, comme on verrait un graphique sur le nombre d'heures de fièvre au cours de la grippe, c'est en jours. Et donc, si on regarde au bout d'un mois, au bout de 30 jours, quelle est la proportion de patients qui est encore douloureux, il y a encore 60% des patients qui, à 1 mois d'évolution de leur zona, sont encore douloureux. C'est un petit peu horrible quand même. On est en train de parler d'une maladie qui va toucher au moins 10% de la population et qui va lui faire mal pendant au moins 1 mois. Et qui, au bout de plusieurs mois, 180 jours, on aura encore 10 à 15% des patients à l'ère de la prescription du valacyclovir, du Zélitrex,
à l'ère du traitement, qui auront encore des algies post-zostériennes qui vont persister, mais qui peuvent rendre un petit peu fou, ou en tout cas qui peuvent entraîner des consommations de traitements qui sont vraiment pas anodines pour essayer de calmer quelque chose qu'il est difficile en fait à calmer. C'est difficile de faire disparaître complètement la douleur d'une algie post-zostérienne. Donc en fait, c'est pas du tout anodin, à la fois à l'échelle collective, pour le nombre d'hospitalisations, alors qui est peut-être pas catastrophique, pour 300 000 épisodes, 8 000 hospitalisations, on a peut-être vu pire en termes de proportion, mais à l'échelle individuelle, une maladie qui fait aussi mal et si longtemps, eh ben, ça pose la question. Et puis il faut bien comprendre que la question, c'est pas bien de se la poser quand le patient vient avec son zona, et que c'est sûr, c'est très satisfaisant, le patient vient avec une problématique aiguë, vous lui faites sa prescription d'antiviral et vous savez que ça va avoir une efficacité, c'est très valorisant pour nous. Mais c'est pas bien parce que la destruction neuronale, elle est en partie déjà faite. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant de prévenir une maladie que d'essayer de la guérir, et malheureusement de la guérir mal, puisqu'on arrive après la bataille. On ne va pas mettre le traitement antiviral sur la seule douleur thoracique avant l'éruption. Alors, il y a un vaccin qui existe en France. Ça va peut-être être une information nouvelle pour certains. Et ma question, ça va être qui a déjà prescrit le Zostavax, le vaccin du Zona? Et donc, je vais vous refaire voter si vous le voulez bien. Et je veux bien que vous me disiez si vous avez déjà prescrit du Zostavax, même si j'ai un petit peu mon idée de la réponse. Donc c'est simple, oui, j'ai déjà prescrit du Zostavax, ou non, j'en ai jamais prescrit, vous rigolez. Alors, ne serait-ce qu'une seule prescription, ça me suffit. Hein. Je ne dis pas que vous en prescrivez toutes les semaines. Bon, j'imagine qu'il y a un biais de sélection aussi, puisque vous êtes intéressé par toutes ces thématiques, puisque vous êtes là ce soir. Alors, je laisse encore quelques votants peut-être. Sur 25 répondants, on est à 75%, 3 quarts qui n'a jamais prescrit du Zostavax, et 1 quart qui déclare de manière anonyme l'avoir fait. Ça monte un petit peu, on arrive à 30 votants, on est à peu près sur les mêmes proportions. Ok. Bon, vous êtes probablement un énorme biais de sélection par rapport à la réalité, puisqu'on va regarder les vrais chiffres qui sont bien en deçà de ça. Alors, je vérifie juste que c'est tout bon. C'est tout bon. Donc la prévention du zona, je le rappelle, les deux méthodes, soit vous allez à la garderie et vous demandez à vous frotter à des vésicules ou à respirer des vésicules actives ou à avoir un petit enfant qui vous tousse dessus, soit c'est la fatalité ou soit c'est la vaccination. Alors le vaccin du zona, pour comprendre pourquoi on en arrive à la situation actuelle, c'est pas complètement surprenant. Il faut imaginer que quand le vaccin du zona il est arrivé, on a proposé de vacciner contre un virus qu'on avait déjà, ce qui n'est pas complètement anodin, puisqu'on dit soit la maladie elle est immunisante, soit elle n'est pas immunisante. C'est comme au début du Covid, les gens qui avaient fait le Covid, ils ne voyaient pas l'intérêt, et on ne voyait pas l'intérêt de les vacciner. Donc vacciner alors qu'on a déjà le virus en nous, et on est sûr à 95% de la population qu'on a déjà le virus, ça paraît quand même un petit peu loufoque. Et puis on nous sort un vaccin du zona, alors qu'on a déjà le vaccin de la varicelle, et que c'est le même virus. Donc quel est le sens d'inventer un nouveau vaccin alors que c'est le même virus ? Et puis en plus, on ne nous fait pas un beau vaccin, puisqu'on nous fait un vaccin qui est vivant atténué, donc il va y avoir des contre-indications pour la grossesse, les immunodéprimés notamment. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le vaccin de la varicelle et le vaccin du zona, c'est le même. C'est la même chose, c'est la même manière de faire, sauf que pour faire un vaccin de zona, il faut prendre 10 seringues de vaccin de la varicelle. Donc vous pouvez très bien faire ça, mais il faut faire 10 injections du Varivax à un patient pour avoir la même injection, la même concentration de vaccin que celle qu'on obtient avec un Zostavax. En fait, il faut une stimulation immunitaire extrêmement importante et 10 fois plus importante qu'on le fait dans un schéma de primo-vaccination varicelle pour avoir une stimulation d'un système immunitaire un petit peu immunosénescent et qui avait oublié ce qui se passait pour avoir une réponse vaccinale qu'on espère efficace, et on va voir les données cliniques. Alors, quelle est l'efficacité du Zostavax ? Donc, il y a plein d'études. Si vous regardez en bas à droite de la diapositive, vous allez voir que ça ne date pas d'hier. Ça fait 17 ans que les données sont publiées. Et les données accumulées sont maintenant extrêmement importantes. Alors, les premières études, c'était pour avoir une réponse rapide dans le zona. Si on veut avoir des réponses au bout d'un an d'études, il faut mettre énormément de patients. Parce que sur un an d'un seul patient, une année de vie, il y a peu de risques qu'il fasse un zona. Donc, les premières études, c'était énormément de patients. Et ensuite, on a pu suivre ces patients pour avoir des données à long terme.
Donc, quelle est l'efficacité du Zostavax? Si on regarde l'efficacité vaccinale, alors là, c'est une représentation de l'efficacité par tranche d'âge pour deux choses. En bleu, sur le Zona, en rouge, sur les algies post-zostériennes. Et donc, si vous regardez la tranche d'âge que vous voulez, globalement, on arrive à une efficacité vaccinale, c'est-à-dire que ça empêche d'avoir le Zona dans 50% des cas, c'est-à-dire que ça divise par 2 le risque de faire un Zona par rapport à quelqu'un qui n'est pas vacciné. Un petit peu plus quand on est plus jeune, un petit peu moins quand on est plus âgé. Globalement, on perd 20% d'efficacité vaccinale avec l'âge. C'est moins vrai sur ce qui nous intéresse le plus, sur les algies post-zostériennes. C'est toujours pareil, même les vaccins qui ont une faible efficacité vaccinale protègent quand même relativement bien des complications. Le vaccin du Covid, il n'empêche pas d'avoir le Covid, il empêche d'avoir des complications. Le vaccin de la grippe, il est modérément efficace sur la grippe, c'est 50% d'efficacité, mais il diminue le risque de complications. C'est la même chose. C'est plus de 70 ans, vous pouvez avoir une efficacité vaccinale qui n'est pas terrible, qui va peut-être quand même faire son Zona, mais il y a une efficacité sur l'algie post-zostérienne qui est un chiffre de 70%. Donc on ne peut pas dire que le vaccin n'a pas d'effet, c'est un mensonge sur les données, sur toutes les données disponibles. Il a un effet, alors certes qui est un petit peu décevant, hein, je préférerais que les colonnes soient à 100%, mais il y a un effet qui est vrai. Après, qu'est-ce qu'on fait de cet effet? Alors soit on est le verre à moitié vide, c'est pas 100%, donc je ne veux pas de ce vaccin, il m'intéresse pas. Soit c'est le verre à moitié plein, entre un risque du placebo qui va être de 10 à 30% par l'histoire naturelle de la maladie de faire le Zona, de faire la maladie, et ben moi je peux diminuer ce risque, le diviser par 2 en utilisant ce vaccin. Et on a regardé les données à long terme, parce que les grincheux diront toujours oui, mais combien de temps on est protégé? Ben, si on regarde les données à long terme, c'est-à-dire pour chaque tranche d'âge, vous avez l'évolution de l'efficacité à 3 ans, 5 ans, 8 ans et 10 ans. Évidemment, plus le temps passe et plus la protection conférée diminue avec le temps, et donc probablement que les vaccins du Zona auront besoin d'un rappel au bout de 10 ans. C'est en cours de discussion, mais la protection diminue avec le temps, c'est pas un grand scoop. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que cette efficacité vaccinale, par exemple chez quelqu'un de 70 ans, sur l'algie post-zostérienne, elle perd environ 15% sur les 8 premières années. Donc pas de chose qui soit dramatique en termes de perte d'efficacité. Alors comment ça se passe ailleurs? Alors en France, on a fait un merveilleux cocktail pour que personne ne prescrive ce vaccin et pour qu'il arrive aux oubliettes avant même d'être dans le calendrier vaccinal. Je vous ai montré les études, c'est 2005, et pourtant on l'a mis dans le calendrier vaccinal en 2016. Comment veut-on que quelque chose qui existe depuis 10 ans et dont on ne parle pas motive les troupes quand on met sur le marché 10 ans plus tard, avec un prix qui est mis très cher, qui est peu négocié, qui est à plus de 100 € la vaccination, et qui est pour une fenêtre de patients extrêmement petite. Vous avez une petite fenêtre de 10 ans, de 9 ans pour vacciner. Ah, s'il a 75 ans et 1 mois, vous n'avez plus le droit de le vacciner, il ne sera plus remboursé. Ah, s'il a 64 ans, et ben non, c'est pas cette année que vous avez le droit de le vacciner pour qu'il soit remboursé. Donc, c'est annoncer quelque chose, mais qu'on a prévu de laisser complètement aux oubliettes par une stratégie de communication qui est celle-ci. D'autres pays ont fait les choses beaucoup plus simplement en Europe. En Europe, on dit le risque, il est à partir de 50 ans, on vaccine à partir de 50 ans, et puis basta. Ça, c'est la logique médicale. Après le reste, les histoires de tranches d'âge, de remboursement, etc., c'est une politique de santé publique et qui implique le problème du coût et de ce que ça coûte à la sécurité sociale. Donc c'est quelque chose qui est évidemment à prendre en compte et on n'a pas la main là-dessus, mais la logique, c'est que le risque apparaît à 50 ans et que si on veut protéger un patient, c'est à partir de 50 ans qu'on lui propose un vaccin, on ne va pas le mentir, qui n'est pas parfait, mais qui diminue significativement le risque de faire quelque chose de casse-pied. Et c'est ce qu'a mis en place un certain nombre de pays. Alors si on regarde le détail de l'histoire française, et c'est très souvent ça dans la vaccination, donc les premières grosses études, c'est 2005, l'AMM européenne, c'est 2006, on est en 2022. 2013, donc il faut 6 et 6, 12, et hop, il faut 7 ans pour que le Haut Conseil de santé publique écrive une recommandation qui dit que le vaccin a montré la preuve de son efficacité et on n'a pas d'alternative. C'est simple à dire, le vaccin marche et on n'a pas autre chose. On ne peut pas mettre les patients sous Elitrex toute leur vie.
compte tenu du fardeau de la maladie, etc., on a fait le choix, mais ça c'est une politique de santé publique, de le positionner à 65 ans. Il faut encore attendre 3 ans et 2016 pour quelque chose qui a l'AMM européenne depuis 10 ans, pour le mettre dans le calendrier vaccinal et dire, bon, bah, vous pouvez le faire dans une toute petite fenêtre de tir entre 65 et 74 ans, et par contre, on va le rembourser à 30%. Rembourser à 30%, pour un prescripteur, enfin moi je l'entends comme c'est un petit médicament qui sert pas à grand chose, on le rembourse pas pleinement. Donc c'est vraiment une politique annoncée de l'échec, et ce qui aboutit à quelque chose de très logique. Et ben en 2021, quand on regarde les chiffres de l'assurance maladie, pour 160 000 vaccins pneumovax réalisés, et bien sur les 6 premiers mois de l'année, sur la même période, il y a eu 8 000 vaccins Zostavax de fait, donc autrement dit rien du tout. Les compagnons ou les compagnes d'infectiologues chevronnés ou les 25% qui suivent la réunion de ce soir. Donc c'est vraiment rien du tout, mais ça se comprend dans une stratégie de santé publique qui a été celle-là. Alors peut-être que les choses vont changer avec l'arrivée d'un nouveau vaccin. Il y a un nouveau vaccin qui s'appelle le Shingrix. Alors le Zostavax, c'était pour zoster, qui veut dire zona. Shingrix, est-ce que shingles, ça veut dire zona. Et donc ce Shingrix, c'est un vaccin recombinant, qui n'est pas un vaccin vivant atténué, à base de glycoprotéines. C'est une protéine de la partie externe du virus. Il faut faire 2 doses, et ce vaccin a déjà, on va voir, l'AMM depuis 2018 en Europe. Évidemment, on est en 2022, il n'est pas disponible en France. Pour les mêmes raisons, on va le revoir. Quelle est l'efficacité du Shingrix ? Les études sont claires, elles sont grandes, elles sont disponibles, elles sont de très bonne qualité. On regarde toujours 2 choses, l'efficacité sur le zona d'une part, sur l'algique post-zostérienne. Il faut regarder dans ce tableau qui met l'efficacité sur le zona, la colonne de droite, l'efficacité du vaccin. Quelle que soit la tranche d'âge à risque, avant 50 ans, il n'y a pas de sens de vacciner, on est sur plus de 90% d'efficacité. Ils se sont même amusés dans les études, puisque c'est un vaccin qu'on peut faire chez l'immunodéprimé, à le faire chez des patients qui avaient un cancer, une maladie du sang, une hémopathie maligne, ou qui venaient d'être greffés en autogreffe ou en allogreffe, pour regarder l'efficacité. Et effectivement, il y a une efficacité qui est plus à 90%, mais qui n'est pas négligeable, qui reste supérieure à 50%, même chez ces patients les plus immunodéprimés. Si on regarde l'efficacité sur les algies post-zostériennes, eh bien on est sur des chiffres qui sont aussi extrêmement intéressants, à plus de 90% d'efficacité vaccinale. Est-ce que cette efficacité perdure dans le temps ? Eh bien oui, on a les données. À 4 ans après la vaccination, on est encore à 90% d'efficacité. Donc grosso modo, vous vous rappelez peut-être de l'AstraZeneca pour le Covid, on était bien triste, 50% d'efficacité, mais c'était une période à un moment où on avait un peu que ça. Et puis après, il y a eu le Pfizer, le Moderna, c'était 90% d'efficacité, on est trop content. Mais à une époque où on n'avait rien du tout, et ben quand c'était soit attraper le Covid premier du nom, qui faisait des pneumonies graves, des SDRA, etc., où on faisait pas trop les malins, ben quand c'était ça ou AstraZeneca avec 50% d'efficacité, c'était peut-être pas dégoûtant de recevoir l'AstraZeneca. C'est la même chose pour le Zostavax. Et puis après, il y a eu un autre vaccin, le Pfizer, le Moderna, et c'est la même chose qui est en train d'arriver, si vous voulez, pour le Shingrix. C'est un vaccin qui a une forte efficacité vaccinale, à 90-95%. Alors d'accord, si je vous dis ça, pourquoi il a l'AMM européenne en 2018 et pourquoi en novembre 2022 je ne peux pas le prescrire demain à tous mes patients, vu le nombre de zonas en France, vu les conséquences de ce zona sur les douleurs pour le patient, le nombre d'hospitalisations et d'autres réactivations qu'on voit passer qu'à l'hôpital, mais que sont les réactivations viscérales rares mais graves du VZV, les quelques encéphalites herpétiques, les quelques méningo-radiculites à VZV, les quelques atteintes hépatiques, etc. Alors, le Shingrix, est-ce qu'il est mal toléré ? Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont à plus d'1 million de doses de fait. Alors, oui, c'est un vaccin qui a une grosse réactogénicité locale. Comme le Zostavax, il y a besoin d'avoir une grosse réactivation de notre immunité cellulaire, pour permettre une efficacité vaccinale satisfaisante. Donc, globalement, il fait plus mal localement que d'autres vaccins, mais c'est tout. Alors, quelle est la recommandation ici et ailleurs ? Ici, en France, allez voir ailleurs. Aux États-Unis et dans la plupart des autres pays, c'est simple. Le risque, c'est 50 ans. Donc, ils ont mis l'indication à 50 ans et ils l'ont mis en plus pour les immunodéprimés qui ont un risque encore plus important de faire du zona et des formes viscérales parfois compliquées. Donc, en France, j'ai regardé évidemment tout à l'heure, il n'y a pas de nouvelles. Alors, pourquoi il n'y a pas de nouvelles ?
Pourquoi il n'y a pas de nouvelles? On peut regarder l'avis on va dire, du comité technique de remboursement de nos amis belges, qui est très informatif, de 2022, puisqu'ils sont en train de se poser la même question que la France depuis 4 ans, j'imagine. C'est un vaccin qui marche. Ça, on ne peut pas dire le contraire, ça serait mentir. Hein. C'est comme le Zostavax, c'est un vaccin qui a une efficacité. Le problème, en Belgique, le laboratoire l'a proposé à, pour l'instant, 170 € l'injection. C'est 2 injections à faire à au moins 2 mois d'intervalle. Et vu la population d'intérêt, les patients de plus de 50 ans, en Belgique, ils ont dit, nous, on est d'accord pour le rembourser, mais si vous le mettez à 30 €. Donc ils disent, votre vaccin il est efficace, on sait que ça a un intérêt pour la population, mais nous, dans notre calcul des finances, si vous ne le mettez pas à 30 €, on ne va pas le rembourser. Donc je ne sais pas ce que va dire le laboratoire. J'ai comme un petit doute sur le fait qu'il se passe de 170 € l'injection à 30 € l'injection. Mais c'est peut-être une piste. Je ne sais pas ce que va répondre la France à tout ça, mais globalement, c'est l'argent qui bloque. Alors à titre individuel, c'est pas bien, puisqu'il a une vraie efficacité, et moi, quand j'aurai encore un petit peu plus de cheveux blancs, j'espère que je me ferai vacciner, enfin je me ferai ma propre dose avec le stock du service de maladies infectieuses s'il faut. Mais j'aurais envie d'être vacciné et je veux être vacciné pour ne pas faire mon zona ou pour diminuer grandement mon risque de zona et ses complications, en particulier douloureuses. J'ai pas envie d'avoir mal pendant un mois, j'ai pas envie d'avoir des algies post-stériennes, j'ai pas envie d'avoir des paliers 3 pour contrôler ça plus tard. Mais voilà un peu où en est la situation vis-à-vis de la vaccination. Donc, les principaux messages, et on va faire juste une toute petite partie sur le traitement curatif qui est très simple, mais les messages, les voici. Le zona, les algies post-stériennes et les complications rares des réactivations du VZV peuvent être efficacement prévenues par la vaccination. On a l'impression que ce n'est pas le message qui est véhiculé, mais le vaccin a une efficacité. Encore une fois, c'est un mensonge de dire le contraire. Il y a un seul vaccin qui est disponible actuellement en France, c'est le Zostavax. Il diminue la moitié ses risques. Il a l'AMM dès 50 ans, mais il est remboursé qu'à partir de 65 ans. Donc il y a une toute petite fenêtre de tir. C'est un vaccin qui est vivant atténué, donc il a ses contre-indications interdites chez l'immunodéprimé. Et probablement qu'il y a un autre vaccin qui aura encore une meilleure efficacité qui va arriver, mais il y a une discussion de santé publique qui doit avoir lieu, enfin qui a probablement lieu dans les hautes sphères depuis 4 ans et qui pour l'instant est probablement trop cher pour être mis dans nos poches de prescription. Alors, qu'est-ce qui se passe si on arrive après la bataille et si le patient a déjà fait son zona? Eh bien, est-ce qu'il faut le traiter? Est-ce que c'est trop tard? Parce que c'est une question récurrente, hein, les antiviraux et les maladies virales. Alors la grippe, ce qu'il faut mettre du Tamiflu, est-ce que c'est une efficacité? Peut-être si on est dans les 48 premières heures. Le Covid, est-ce qu'il faut mettre du Paxlovid? Peut-être si on est dans les 5 premiers jours des symptômes. C'est la même chose avec la cyclovir ou sa forme à forte biodisponibilité orale, le valacyclovir, le Zelitrex. Oui, ça a une efficacité, d'autant plus qu'on traite tôt, surtout dans les 72 premières heures. Et globalement, quand on compare l'effet de la cyclovir par rapport à l'effet du placebo, même dans des très vieilles études, eh bien, tous les paramètres sont améliorés. Le niveau de la douleur est diminué, la vitesse de guérison, la vitesse de disparition de la guérison, tout ça est diminué par la prescription précoce d'un antiviral. La recommandation, elle est simple. Il y a un zona. Si on prescrit à forte dose, à la dose maximale, le valacyclovir à 1 gramme 3 fois par jour, pendant 7 jours, eh bien, on peut espérer cette efficacité, d'autant plus qu'on l'a prescrit tôt. Alors, il est surtout pertinent chez le patient qui va faire un zona. Donc, effectivement, c'est mentionné, mais c'est surtout faute de données. Hein. Quelqu'un de 25 ans qui ferait un zona, dire que ça n'a aucun sens de mettre du valacyclovir, je n'irais pas dire ça. Et si je faisais un zona demain, ce qui serait un peu bizarre, et je pense qu'il faudrait aller me traquer une immunosuppression légère ou autre, je prendrais du valacyclovir, mais la recommandation, c'est plus de 50 ans, c'est le patient à risque de douleurs post-ostériennes les plus importantes. Et puis pour le zona grave, bon, celui qui est multimétamérique, qui est ophtalmique, qui est immunodéprimé, là, c'est la case hospitalière qui est nécessaire pour atteindre les posologies les plus fortes directement en IV. Voilà, je suis disponible pour vos questions, et j'espère que je vous ai d'une certaine façon convaincu, mais tout en vous expliquant que la situation n'était pas simple et qu'on n'avait pas tous les pouvoirs, qu'il y avait encore un gros point
d'interrogation sur l'évolution du vaccin contre le zona et sa disponibilité. En attendant, on a le Zostavax. C'est l'AstraZeneca du zona. Vous voyez avec cette information si vous modifiez votre pratique. Je pense que le patient à qui vous dites que vous pouvez diminuer de moitié son risque de zona, s'il comprend ce que c'est un zona ou s'il a vu quelqu'un qui en faisait un, eh ben peut-être qu'il aura envie que vous le vacciniez, même si en ce moment, ça casse un peu les pieds aux gens d'avoir une énième piqûre. Il y a la grippe, il y a la troisième, quatrième, cinquième dose de Covid à faire parfois. Merci beaucoup. Docteur Mailleux, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Bonjour. Concernant la varicelle, vous dites qu'effectivement, 95% de la population le contracte enfant. Qu'en est-il des enfants qui ne l'ont effectivement pas contracté ou des personnes qui le contractent à 25 ans et potentiellement plus tard? Est-ce que finalement, quelqu'un qui le contracterait 25, 30 ans, il va être couvert plus longtemps finalement puisque son immunité elle est arrivée plus tard? Alors on ne sait pas. Il y a deux manières de voir le problème sans qu'il y ait de données disponibles à ma connaissance. Soit effectivement, son système immunitaire va s'en rappeler plus longtemps. Imaginons qu'on ait 60 ans de mémoire à partir de l'instant T initial, donc ça décale le problème du zona. Mais ce qu'on peut aussi imaginer, et ce qui est très vrai, c'est que malheureusement l'immunosénescence, elle commence pour tout le monde autour de 50, 60, 65 ans. Et donc même s'il a rencontré le virus pour la première fois à 20 ans, son immunosénescence ne le protégera plus. Et donc il sera tout autant à risque. Si par ailleurs on peut identifier ce patient en amont, à la faveur d'une autre consultation, vérifier, puisqu'on aura un doute, sa sérologie VZV, il sera de bon ton de le vacciner contre la varicelle pour le coup, pour lui éviter de faire une varicelle à cet âge-là qui est plus à risque de complications, notamment de varicelle pulmonaire, bien que rare, mais extrêmement casse-pied. À partir de quel âge on préconiserait la vaccination chez un enfant qui ne l'aurait pas eu? La meilleure réponse est toujours celle du calendrier vaccinal. Non, c'est faux. Je dirais, en fait, on sort de la période. Mais c'est déjà faux de dire qu'il n'y a pas de risque pour un enfant. Enfin, voyez, moi, j'aurais été au Canada, j'aurais été content que mon petit soit vacciné contre la varicelle et ne la fasse pas. Il a fait un épisode d'asthme sévère à cause de ça. On a dû lui mettre des corticoïdes avec une incertitude sur la balance bénéfice-risque qu'on avait à faire ça entre une crise d'asthme viro-induite vraiment sévère et une varicelle qu'on mettait à la phase aiguë sous corticoïdes. Donc c'était déjà pas bien. On sait vraiment que le risque apparaît chez l'adulte jeune, donc adolescent, 18 ans. Mais en fait, il n'y a pas de souci à vacciner quel que soit l'âge. Et c'est ce que font les Canadiens. Donc alors, en fait, à partir de quel âge on se pose la question? En fait, c'est dans des consultations d'adolescents, c'est-à-dire quand il sort des modes de garderie, quand il sort de la petite enfance, c'est là que je pense on doit questionner est-ce qu'un patient a fait sa varicelle ou pas, par exemple à l'occasion d'une vaccination de 11 ans ou dans ses alentours. Et puis si on n'a pas de traces, peut-être que c'est l'occasion de faire la vaccination. Oui. En France, les recommandations, c'est à partir de 12 ans. Et femmes en âge de procréer, c'est-à-dire c'est 12-18 pour le garçon et 12 et sans terme à 18 pour la jeune femme. C'est tout à fait cohérent avec ce risque. S'il ne l'a pas attrapé naturellement à cet âge-là, il va commencer à rentrer dans les âges à risque en cas de primo-infection. Donc ouais, c'est très cohérent. Est-ce qu'on peut faire plusieurs zonas? Eh bien oui, puisque imaginons qu'on fait un premier zona à 50 ans, on a une restimulation naturelle de notre immunité contre le VZV, mais cette immunité, c'est pareil, elle va rediminuer encore plus vite qu'après l'épisode de varicelle, puisque cette fois, on est un petit peu dans l'immunosénescence, et donc la stimulation induite par cette réactivation naturelle, elle ne va pas être d'une durée très longue. Donc conceptuellement, et on le sait, il est possible de faire plusieurs zonas, donc ça ne changerait rien par rapport à l'indication vaccinale. Ça ne protège pas, quoi. Enfin, le fait d'avoir déjà eu un zona ne protège pas contre le... Non, tout à fait. C'est moins immunisant de faire la maladie. Comme pour le Covid, on le voit notamment avec le Omicron actuellement.
quand on fait un Omicron actuellement, on a une plus faible stimulation humorale et de notre taux d'anticorps que si on a une vaccination. C'est pour ça qu'on dit, si on a fait entre la vaccination et la maladie naturelle, l'espacement des injections n'est pas la même. Donc là, c'est pour faire un petit parallèle, mais en tout cas, oui, il faudrait. Si on est motivé par la vaccination, ce qui est un premier pas un petit peu énorme, je pense, à faire en France pour le Zona, on s'en fiche de l'histoire de Zona préalable ou pas. Alors, s'il vient de le faire il y a 3 semaines, peut-être qu'effectivement, on n'a pas besoin de lui sauter dessus. Doit-on faire un bilan si un enfant présente un Zona ? Sur un Zona simple monomérique, je pense pas. C'est peut-être un peu trop. Ça me poserait question. Je pense que c'est une situation qui est trop rare malgré tout. Je ne sais pas si la personne qui pose la question a eu la situation. J'en discuterai et je pense que ça mérite l'avis d'un infectiologue pédiatre ou d'un pédiatre infectiologue, on le prend comme on veut, mais pour essayer de le réintégrer dans le reste. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la seule chose atypique chez cet enfant ? Il a 5 ans, il a fait un Zona, mais il n'a rien fait de sa vie comme infection répétée ou qui serait suspecte d'un déficit immunitaire. Est-ce qu'il y a vraiment que ça dans un ciel qui est serein? Et je pense que dans ce cas-là, on pourrait les laisser de côté pour l'instant les investigations, ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais ça me paraît trop rare pour ne pas aller vers une discussion d'ultra spécialité, quoi. Donc je ne donnerai pas de réponse uniforme, pour être tout à fait honnête. Merci beaucoup, Dr Mailleux, pour cette présentation. Je crois que les objectifs sont remplis, enfin, en tout cas pour moi. Voilà. Et puis j'aime bien la note optimiste de la fin sur l'arrivée imminente du Shingrix. Bon, on croise les doigts. À voir. S'il est à 30 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, je pense que le coût des complications et de la morbidité du Zona, voilà, c'est à mettre aussi dans la balance. Oui, tout à fait. Donc merci beaucoup. Merci. Bon, en guise de conclusion, déjà je voudrais encore remercier fortement nos 2 intervenants, le Dr Lesclou, Dr Mailleux, vous remercier d'être venus aussi ici et remercier tous ceux qui se sont connectés ce soir. Sachant que je crois qu'il y avait de la concurrence à la télévision, voilà, on n'en parlera pas. Et l'actualité fait que, en mot de conclusion, on aurait souhaité aussi dire un petit mot sur les problèmes actuels sur l'amoxicilline. Et pour ça, je pense que ça aurait été bienvenu que le professeur Boutoil nous dise un petit mot à ce sujet-là. Merci Cyril. Oui, alors vous avez peut-être entendu les messages d'alerte. Il y a eu une prise de position la semaine dernière, étant donné qu'il n'y avait aucune prise de position de nos instances sur cette pénurie qui pourtant est connue depuis plusieurs semaines. En fait, c'est une rupture de stock mondiale d'amoxicilline, de la synthèse de l'amoxicilline. Donc ça va toucher toutes les formes de l'amoxicilline. En gros, comme beaucoup de médicaments maintenant, il y a 2 chaînes de production dans le monde. Il y a une demande qui est énorme au niveau mondial et il y a des problèmes de synthèse. Donc, toutes les formes seront touchées. En premier lieu, la forme pédiatrique, solution buvable. Alors, pour répondre tout de suite, il y a un moyen éventuellement de se tourner vers la forme dispersible, mais par effet domino, ça ne va pas tenir longtemps. Et oui, puis c'est 1 gramme, donc ça veut dire que voilà. Et quand on regarde nos consommations habituelles d'amoxicilline, c'est 70% des prescriptions en ville d'antibiotiques. Il y en a pour quelques semaines à ce rythme-là, sachant qu'on ne sait pas combien de temps va durer la rupture de stock. C'est susceptible de durer, voilà, il n'y a pas de réponse, ça peut durer des mois. Et la seule solution qu'on ait, c'est déjà d'appliquer strictement les indications.
Donc, pas en mettre dans les infections virales, bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes ce soir, hein, parce que si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes déjà sensibilisé. C'est de ne pas en mettre dans les angines à TDR-, etc. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à chaque dose, chaque gramme d'amoxicilline, si on ne veut pas être rapidement dans le mur. Et il est fort probable qu'il y ait des recommandations dans les semaines qui viennent pour soit chercher des alternatives, soit revoir les recommandations. Alors il y a déjà un certain nombre de pistes, hein. En fait, le problème, si on prend des alternatives, c'est qu'elles ne vont pas tenir longtemps non plus, parce que en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg, hein. Il y a plein de ruptures de stock sur des médicaments qu'on utilise moins, mais on y est confronté tous les jours. Et sinon, ça peut être sur les durées de traitement, hein, les raccourcir encore, hein, de passer de 7 jours à 5 jours. Peut-être adopter des recommandations de type hollandaise, où on traite les otites uniquement quand elles sont purulentes, ou avant l'âge de 6 mois, enfin, d'être beaucoup plus drastique sur les indications. Mais en tout cas, on est probablement aux prémices de quelque chose qui va être très compliqué. Et je pense que c'est pas exagéré, c'est pas mon pessimisme naturel qui fait dire ça, c'est que vraiment, jusqu'ici, les crises elles étaient limitées à des antibiotiques de niche hospitaliers. Là, on est vraiment sur un blockbuster de la prescription, donc il faut vraiment réfléchir à chaque gramme d'amoxicilline. Voilà. Merci David. Vous aurez sur le site et sur le replay le communiqué de la SPILF à ce sujet-là, enfin le lien vers le communiqué de la SPILF à ce sujet-là. Et puis je vous invite aussi à aller voir le site de la NSM qui va être régulièrement mis à jour avec des petits onglets à la fois pour le prescripteur, pour le pharmacien et pour le grand public. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de questions à ce sujet-là. La soirée donc, touche à sa fin. Vous avez donc les liens sur le site de la NSM et vers la SPILF. Voilà, la soirée touche à sa fin. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci aux intervenants encore une fois et à toutes les personnes qui ont été dans l'organisation. Au revoir.